psychologie, je suis Madame J, psychologue clinicienne, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des thérapies qu'on peut nous proposer chez les différents psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, comme on a défini dans l'épisode précédent. En fait, j'associe ces deux épisodes parce qu'il y a autant de thérapies qu'il y a de psy, donc chacun se forme à ce qui lui parle et chacun a sa façon en plus de l'appliquer. Donc voilà, les formations sont différentes et les personnes qui les appliquent sont également différentes, donc c'est quand même très lié, et comme je le disais dans l'épisode précédent, au-delà de la thérapie ou de la formation, en tout cas au-delà des mots qui sont donnés et des étiquettes qui sont mises sur les professionnels et sur les concepts, il y a vraiment l'idée que il y a une façon de les appliquer et de les penser qui est très singulière à chaque professionnel. Donc en premier lieu, en tout cas pour s'orienter un petit peu, je pense que choisir sa thérapie, c'est surtout aussi choisir dans quel cadre on a envie d'être reçu. Donc la question du cadre, c'est un mot que j'emploie souvent, que je n'ai pas défini, alors qu'en fait c'est pas le cadre au sens général qu'on peut avoir comme une règle brute, mais ça reste quand même l'idée de quelque chose qui est précis, comme un contrat thérapeutique dont le thérapeute va se porter garant d'une certaine manière. Donc c'est-à-dire le choix du lieu, du prix, du nombre de séances, la fréquence, la durée. Et c'est plusieurs en fait paramètres qui vont pouvoir être modifiés en fonction des patients. Donc c'est-à-dire que ça se sera dit et pensé entre le patient et le thérapeute. Et puis ça va pouvoir au sein même du moment avec le patient, ça va pouvoir être aussi adapté selon aussi la technique qui sera utilisée avec le patient. Alors en premier lieu, vu que Jacob avait commencé par parler du psychiatre dans l'épisode précédent, je vais parler un petit peu de la thérapie du psychiatre, même si en fait il n'existe pas une thérapie à proprement parler avec le psychiatre, mais en tout cas on va penser l'idée que la thérapie du psychiatre, on sait qu'il peut avoir un apport thérapeutique avec des médicaments, donc ça peut avoir des bénéfices sur le bien-être, mais aussi surtout sur une diminution des symptômes, parce qu'en fait qui dit traitement pose la question de la guérison, et la guérison c'est un sujet que je trouve très très intéressant dans les démarches psy de la questionner, donc j'aimerais bien faire un podcast entier sur ce thème-là. En tout cas voilà, chez le psychiatre et dans la thérapie qui va être proposée, il y a la volonté de réduire le symptôme en ayant toujours en tête la nécessité du fonctionnement psychique dans son ensemble, avec la prise en compte des mécanismes, etc. Mais si on reste dans cette idée que le psychiatre se positionne en tant que médecin, on est dans une démarche médicale. Et donc de retirer ce qui ne va pas, donc retirer le symptôme. Alors la psychothérapie du psychiatre, elle est aussi singulière, je trouve, dans sa rencontre directe avec le réel, donc c'est-à-dire avec le somatique et sa possibilité d'intervenir dessus. C'est-à-dire que quand le psychiatre voit ce qui se passe chez la personne dans le corps, dans l'angoisse, dans sa façon d'être, il a un rôle où il pourrait, ça veut pas dire qu'il s'en sert, mais il a la possibilité d'intervenir dessus avec des médicaments, ce qui n'est pas le cas des autres psys. Et donc, le fait qu'il soit médecin, ça vient désigner toutes les représentations qu'il peut avoir, même dans l'attente que la personne qui vient consulter le psychiatre pourrait avoir, de corriger, voire de se sentir aussi rassuré ou inquiet, hein, ça dépend, du fait que le psychiatre pourrait être interventionniste à un moment donné. Et d'ailleurs, il y a certains psychiatres en fait qui choisissent de renoncer, entre grands guillemets, au rôle de psychiatre médecin pour ne pas se positionner tantôt en tant que thérapeute avec la parole, par exemple, ou en tant que prescripteur, ou alors ils font soit l'un soit l'autre, mais
ils choisissent de ne pas pouvoir être les deux à la fois. Notamment aussi les psychiatres des fois qui deviennent psychanalystes et qui au final n'ont plus du tout de casquette prescripteur. Et je sais que certains psychiatres, à l'inverse, parlent un petit peu de la stigmatisation au même titre que leurs patients sont stigmatisés, donc toute la stigmatisation qu'ils peuvent subir par rapport aux troubles psychiatriques. Et donc ils s'attellent à rappeler qu'en fait la psychiatrie c'est une discipline de la médecine à part entière, donc ils n'ont pas à être isolés comme médecins, parce que c'est vrai que on a vraiment une représentation que le psychiatre est un médecin qui est pas forcément pris dans le groupe des médecins au même titre que les autres, et certains en souffrent enfin en souffrent, c'est un grand mot, mais en tout cas revendiquent le fait qu'ils font partie de la médecine à part entière, et que la psychiatrie c'est du somatique, du médical, que voilà ils interviennent au même titre que beaucoup. Et je pense que, enfin après là c'est une idée un petit peu qui me vient, c'est aussi que pour l'origine des maladies mentales, c'est là le cœur du débat, quoi, entre ceux qui pensent que c'est tout neuro, ceux qui pensent que c'est tout psy, ceux qui pensent que c'est une rencontre entre plusieurs facteurs, que c'est l'environnement, enfin, c'est tellement difficile à saisir, et ça fait tellement parler, qu'en fait, les psychiatres se retrouvent aussi au cœur de ça. Donc d'être tantôt soit pris uniquement pour des médecins qui effraient et qui pourraient enfermés, bourrés de médicaments, enfin voilà, et des fois, à l'inverse, totalement exclus du groupe des médecins, et je pense que ça doit pas être évident en termes d'appartenance, en tout cas. Et comme j'en parlais donc pour cette situation, c'est pour le psychiatre, c'est vraiment important de savoir aussi comment il se positionne, parce que c'est vrai que si donc on est uniquement du côté du médecin, enfin qu'on le perçoit comme ça vient dire que la psychothérapie, en tout cas qui pourrait amener à donner, ce serait une pratique médicale. Et si on pense que la psychothérapie est une pratique médicale, ça exclut du coup les autres thérapeutes, comme les psychologues par exemple, et ça donnerait une grande différence. Ou alors on pense que il y a la psychothérapie du psychiatre et la psychothérapie du psychologue, et donc il y en a une qui est dans une démarche médicale et l'autre non. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se questionne, et que je trouve que c'est assez intéressant même dans la définition, parce que l'idée d'emprunter certains outils similaires vient questionner aussi nos formations et la différence entre chacun. Actuellement, la thérapie du psychiatre, elle est considérée en France, en tout cas, comme faisant partie intégrante de la consultation du psychiatre, donc elle est prise en charge par l'assurance maladie, et ce qui ouvre aussi l'idée de l'évaluation par rapport au psychologue, qui n'est pas chiffré par l'assurance maladie. Donc ça, c'était un petit peu pour penser la question de la thérapie du psychiatre, hein, même si encore une fois c'est pas une définition d'une singularité chez le psychiatre, mais en tout cas ce qui différencie chez certains de pourquoi on irait voir un psychiatre, et qu'est-ce qui peut jouer en termes de différence par rapport aux autres psys. Donc après il y a tout ce qu'on appelle les thérapies TCC, donc cognitivo-comportementales, que les psychiatres aussi peuvent se servir comme outil, comme les psychologues. Donc il y a beaucoup de psychologues qui sont spécialisés en TCC. Et donc c'est l'idée que on peut rencontrer des difficultés qui sont à certains moments dues à nos différentes perceptions sur des événements, sur une façon d'être, de voir les choses, et que on pourrait modifier cela en termes de perception. Et en modifiant du coup cette vision, on peut changer aussi nos pensées et nos comportements. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une boucle qui peut agir les uns sur les autres. Ça en vient avec l'idée que on pourrait être dans une forme d'apprentissage sur certains comportements ou sur certaines façons de percevoir les choses, et que ça viendrait directement jouer sur
notre bien-être et notre façon d'appréhender des situations, parce qu'on aurait appris tantôt soit le comportement, soit tantôt la pensée par rapport à la situation, et ça pourrait donner des émotions ou des pensées différentes et plus adaptées pour soi. Et donc ça, c'est une thérapie qui va vraiment se baser sur le moment présent et comment y répondre de façon adaptée. Et c'est en ça aussi qu'elle est très bénéfique, au sens où on n'est pas obligé de faire forcément tout un travail de fond sur tous ces différents vécus pour agir directement sur le comportement qui aujourd'hui peut être plus difficile, ou alors les obsessions qui sont peut-être plus envahissantes. Enfin, on est vraiment dans ce moment-là. Après, donc, il y a aussi des thérapies qu'on dit plus systémiques, enfin, en tout cas qui sont dans une approche systémique, et en fait ça défend l'idée qu'on appartient à un système familial, ce qui est le cas en règle générale, mais on va vraiment le penser autour de ça, c'est-à-dire le système familial avec les relations de chacun qui joue les unes sur les autres. Du coup, quand on rencontre en fait le sujet, on regarde l'ensemble pour définir ce qui se passe pour le patient. Donc la personne est prise dans ce système-là avec les relations. Elle est pas perçue uniquement dans son individualité, mais dans son système. Et on va penser donc on va penser tous les systèmes de communication de la personne avec son environnement. Donc voilà, ça c'est l'approche plus systémique. Et puis donc il y a aussi la thérapie, donc la psychothérapie que le psychologue peut proposer, plus clinicien, et peut-être avec plus une orientation analytique, en sachant que on parle de psychothérapie analytique, donc ce qui pose aussi question de est-ce qu'on peut faire une demi-version un peu de l'analyse en version thérapie, je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est l'idée qu'en fait le cadre, donc ce que j'avais défini précédemment, reste celui du psychologue, c'est-à-dire en face à face, et avec des séances plus espacées, mais le psychologue emprunte un champ théorique psychanalytique pour rencontrer le sujet. Donc il y a quand même une vraie différence, parce que le dispositif n'est pas du tout le même, hein. Il n'y a pas la question du divan, de plusieurs séances par semaine, etc. Mais en tout cas, le psychologue a une formation psychanalytique, et donc il peut emprunter plusieurs concepts, plusieurs bagages théoriques pour penser la thérapie avec son patient. Et donc cette thérapie chez le psychologue, c'est toujours dans l'idée de faire advenir en tout cas le sujet, la subjectivité, avoir une forme d'autonomie psychique, parce que c'est souvent ce qui des fois à certains moments donnés peut faire défaut. Et en fait on pense que la psychothérapie peut venir apaiser la douleur en diminuant l'envahissement de certains souvenirs, dans le sens où la mise en représentation, donc le fait de raconter, va pouvoir permettre de moins raviver la première douleur. C'est-à-dire que plus on s'entend raconter un nouveau discours, moins la douleur originelle va exercer sur soi. Et c'est pouvoir aussi amener à un certain moment donné une autre forme de discours par rapport à l'expérience vécue. Et pour ça, le psychologue clinicien, il accepte aussi de porter un certain temps un présupposé savoir, donc c'est-à-dire l'illusion qu'il sait, l'illusion qu'il a un savoir sur l'autre, pour après permettre à la personne de disposer de ce savoir pour elle-même. Parce qu'en réalité, on a aucune idée de ce qui s'est passé dans l'enfance de Tata Suzette, hein, donc mais c'est en tout cas, on porte cette illusion-là pour accompagner aussi que l'autre puisse se ressaisir de son propre savoir, en fait, hein. Et donc c'est une approche où on pense pas comme la mise en place de savoir qu'on donne aux autres. La personne est un sujet,
Donc c'est à l'encontre de quelque chose qui se voudrait d'objectaliser la personne en lui donnant les outils qu'elle devrait avoir sur elle-même. Pour ça, il y a vraiment l'idée que c'est plutôt des psychothérapies individuelles, mais il y a tout aussi un champ que je connais moins bien, mais c'est pas que je le connais moins bien, mais c'est surtout qu'il est extrêmement vaste, c'est-à-dire des psychothérapies aussi de groupe, mais aussi des médiations thérapeutiques. Voilà, en fait, il y a plein d'approches au-delà de la thérapie en tant que telle, parce qu'en fait, tout peut être thérapeutique. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que on choisit quelle thérapie, mais en fait, c'est très difficile de définir qu'est-ce qui est thérapeutique de qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que on parle d'ailleurs de psychothérapie institutionnelle, parce que dans certaines institutions, au final, il n'y a pas de séance en face à face avec des patients, mais juste le fait c'est pas réducteur, mais en tout cas le fait de vivre ensemble, pouvoir apporter un environnement bienveillant, encadrant, à l'écoute, ou alors de penser une conversation à la machine à café, enfin quelque chose comme ça peut déjà être un levier thérapeutique pour certaines personnes. Et donc c'est pour ça que on peut pas dire que tel point rend la chose thérapeutique, parce qu'en plus pour dire que c'est thérapeutique, ça peut pas venir du professionnel, parce que ça sera seulement la personne qui en aura bénéficié qui pourra se saisir de ce qui a pu lui apporter ou pas certaines rencontres et certaines approches. Donc ça montre que dans tous les cas, c'est la relation qui est importante. On parle de relation thérapeutique pour les groupes, mais c'est aussi le cas pour la thérapie individuelle. Et que voilà, l'environnement peut être thérapeutique. Et puis il y a toutes les approches, comme je disais, plus corporelles, plus artistiques, qui sont aussi très demandées et qui peuvent avoir beaucoup de sens en fonction des sensibilités de chacun aussi. Parce que voilà, je pourrais pas faire rapporter toutes les thérapies qui existent en termes d'équithérapie, de musicothérapie, enfin oui, il y en a énormément. Et puis il y a également donc j'ai hésité à le penser en termes de thérapie, parce que ça en est pas une, ou en tout cas ça n'en est pas une au même sens qu'on peut l'entendre chez les autres que j'ai cités avant. Et donc c'est l'analyse, où on parle de travail analytique qui se met autour de trois choses principales, qui sont donc l'existence de l'inconscient, le transfert que je prendrai du temps peut-être pour plus définir à un autre moment donné, et aussi donc le primat donné à la sexualité. Alors, je dis direct parce que c'est vrai que je pense qu'on l'abordera dans d'autres aussi podcasts, mais la sexualité chez Freud n'est pas la sexualité génitale. En fait, c'est pour ça que des fois on a tendance à dire ah oui, non mais qui dit psychanalyse dit sexe en permanence, voilà, mais en fait oui, non. En fait oui, en effet, quand on étudie, on pense les bagages psychanalytiques, on parle beaucoup de sexualité, mais en fait c'est pas la sexualité génitale. Donc ça serait trop long pour y revenir dessus, mais c'est la sexualité au sens aussi de la libido, donc mais bon, vous voyez, je me perds parce que même libido, on pourrait penser que c'est du côté aussi de la sexualité génitale. En fait, c'est pas le cas. Donc on pourra aussi revenir dessus entre de quoi on parle en fait quand on parle de sexualité en psychanalyse. Et du coup, d'ailleurs, j'avais une prof qui disait que l'analyse, c'était juste le sexuel, le transfert et la répétition. Parce qu'en fait, en analyse, il y a vraiment l'idée que on répète en fait dans le lien avec l'analyste. Donc là, je suis en train de donner une première définition du transfert, mais on répète en tout cas avec son analyste le mode de fonctionnement qu'on a pu avoir aussi avec d'autres personnes, et l'ensemble des relations et du modèle qu'on a pu avoir. On va le faire rejouer en fait dans son analyse. Donc et c'est par cette répétition là
qu'on va pouvoir penser ce qui s'est passé, et aussi pouvoir potentiellement stopper ce processus de répétition, parce que c'est souvent ça qui est quand même l'objet de la plupart des souffrances, hein, c'est de se dire que on fait toujours tel choix, et on se met toujours dans tel échec, et on est toujours dans ce processus de répétition, parce que en réalité il y aurait quand même beaucoup moins de difficultés si à la limite on choisissait une seule fois par exemple la mauvaise personne pour nous dans un choix amoureux, et que ça se repassait plus jamais. Parce qu'en fait, bizarrement, on rechoisit toujours le même modèle amoureux alors qu'il ne fonctionne pas. Bon, je donne un exemple comme ça très rapide, mais voilà. Et donc, en analyse, il y a un vrai travail sur le transfert qui va prendre aussi son temps, et qui est le moteur de soin. C'est l'idée que le discours qu'on va apporter à l'analyste, il est adressé, en fait. Et que l'inconscient, il cherche toujours à se faire entendre par un autre. D'ailleurs, on fait souvent des lapsus en présence des autres, hein. On fait jamais de lapsus tout seul dans son coin. Donc dans l'analyse, il y a aussi ce cadre qui est différent, puisque on est allongé, donc sur le divan. Bon, il y a certains analystes qui le pensent autrement, mais en tout cas, en règle générale, c'est de façon allongée. Et puis, il y a un nombre de séances qui est beaucoup plus conséquent, parce que on cherche à ce que ce soit plusieurs fois par semaine, dans l'idée que plus on est présent pour ouvrir un petit peu cette voie vers l'inconscient et vers tout ce qu'on a pu vivre ou ce qui s'est construit, il faut le mettre à profit dans des espaces qui sont rapprochés, pour éviter qu'en fait, entre chaque séance, les défenses se reconsolident trop vite. Parce qu'en fait, c'est très déstabilisant, hein, d'attaquer un petit peu les défenses, donc quand il y a une brèche, il vaut mieux y aller vite dedans et avoir plusieurs séances rapprochées, plutôt que voir un analyste une fois par toutes les 2 semaines. Enfin, ça aura pas du tout ça n'aura pas le sens que se veut avoir l'analyse. Et donc on est dans cette voie, il y en a beaucoup qui parlent voie vers l'inconscient, donc je trouve ça assez marrant comme métaphore, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on prend un train pour direction l'inconscient, alors qu'en fait l'inconscient, je le répète souvent, mais c'est totalement inaccessible. On peut avoir des brèches, mais en fait c'est toujours une reconstruction, parce que même quand on pense avoir découvert quelque chose, en fait on la reconstruit. Si on en parle aujourd'hui, si on le dit, si c'est venu à la conscience, c'est que c'est pas l'inconscient. Parce que il y en a beaucoup qui disent oui, non mais inconsciemment je fais ça, enfin moi aussi je le dis tout le temps, mais en réalité si on le dit, c'est que c'est pas inconscient. En tout cas, c'est une cure qui l'analyse par la parole, hein, et que même si elle est partagée par d'autres thérapeutes, parce que bon, quand on va voir un psy, on est souvent plus quand même pris dans le poids des mots et dans la parole, c'est l'idée pour l'analyse qu'on n'a pas accès à la réalité externe. Du coup, on pense avec la réalité interne. Parce que là, par exemple, quand je disais l'approche systémique, qu'on pense vraiment en termes de système pour la personne avec ses liens, pour l'analyse et pour les psychologues cliniciens qui sont aussi à orientation analytique, on n'y accorde aucune importance en fait de savoir si la personne a vraiment eu un père maltraitant, par exemple. En soi, on va pas le vérifier, et puis on n'y a pas accès. Par contre, on fonctionne avec la réalité interne, c'est-à-dire le fait que la personne ait vécu la maltraitance d'un père, que ce soit réel ou pas. Donc l'analyse, ça peut être accessible pour tout le monde, hein. Enfin tout le monde, je pense, peut se saisir d'une envie en tout cas de faire une analyse. Mais voilà, il faut savoir que parfois ça peut être difficile aussi quand on a un symptôme qui semble trop envahissant, ou qu'on est particulièrement en difficulté par rapport à la parole, ou alors que voilà,
on est pris par des choses qui sont peut-être plus pressantes entre guillemets. Peut-être que l'analyse c'est quelque chose qui peut venir après, parce que c'est vrai que ça demande un certain temps, même si ça peut avoir un sens de voir un analyste même quand on n'a rien à dire ou qu'on est un petit peu parasité par beaucoup de choses, parce que même le silence peut avoir du sens, et des fois certains peuvent venir voir un analyste pour se taire pendant plusieurs séances. Ça fait beaucoup rire, hein, on critique beaucoup ça chez les analystes, mais en fait encore une fois la personne est libre de venir et de ne rien dire pendant autant de temps, et c'est aussi un travail de faire ça, et peut-être que pour certains il va falloir 10 séances où ils disent rien pour à la 11e dire quelque chose, mais bon. En tout cas, il faut l'avoir en tête, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que l'analyste ne dit rien ou ne fait rien, voire même le psychologue, hein. Enfin ça je reste campée sur l'analyse, mais en fait ça se met sur aussi d'autres psys, mais que voilà, cette impression que ne dit ou ne fait rien, alors qu'en réalité c'est pas forcément le cas, mais ça peut être difficile à vivre, et ça donne souvent ces façons où les gens ont tendance à ne pas poursuivre, ce qui est dommage, parce qu'en fait voilà, ça demande souvent du temps pour que s'installe quelque chose, et on est moins dans l'agir en tout cas. Après si ça convient pas, se dire stop, c'est aussi être présent en tant que sujet, hein, donc n'hésitez pas. En tout cas, l'approche psychanalytique, elle s'oppose pas à l'approche médicale, mais elle s'en distingue, au sens où voilà, comme je disais, l'approche médicale va être plus dans une suppression des symptômes, dans une restitution d'un ancien état, etc. Alors que bon, l'analyse, elle va plutôt voir le symptôme comme une voie d'accès au conflit psychique en fait. Donc c'est une porte d'entrée le symptôme, alors que pour la médecine, c'est la porte qu'il faut éliminer, qu'il faut retirer. Et dans l'analyse, il y a l'idée qu'il y a une place importante au fantasme inconscient, au conflit, à la place donnée au conflit oedipien, à la sexualité infantile, enfin tout ça, voilà, faudra que ça fasse partie de plusieurs champs prochainement, mais si on n'accorde pas la même place, en tout cas, aux mots et à ce que ça vient dire. En tout cas, je ferai voilà des épisodes plus complets sur ces questions-là, notamment l'analyse. Mais pour finir, c'est vrai que je voudrais revenir comme pour quel psy, exactement sur le même principe que quelle thérapie, sortir de l'idée d'un affrontement entre certains psys ou certaines thérapies, comme les thérapies cognitivo-comportementales et l'approche analytique, parce que on peut comprendre dans une perspective analytique qu'il y ait à certains moments des urgences de symptômes qu'il faut traiter de manière brève en TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, et que des fois le symptôme est tellement envahissant qu'en fait on peut pas encore le penser. Et ça, c'est vraiment important aussi de respecter ça, parce que c'est vrai que des fois il y a certains analystes qui sont un petit peu campés sur l'idée que ça vient dire quelque chose, alors qu'en fait on peut pas le penser si on en est trop envahi non plus. Et à l'inverse, je trouve que bon, dans certaines thérapies plus comportementales, on reste bloqué sur le comportement, et des fois on vient pas écouter ce que ça vient dire à côté. Et c'est dommage aussi. En tout cas, voilà, la perspective de l'angoisse en règle générale, on peut lier les deux aussi, pouvoir se dire que pour un moment donné, on a besoin de quelque chose de bref qui vient soulager, et en même temps, ça élimine pas peut-être la représentation ou l'angoisse en général, et on fera un travail profond à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a des patients qui privilégient une double approche, et il y a des professionnels aussi qui orientent dans une double approche. Donc ça, c'est à penser aussi en termes de réalité de ce qui est possible pour la personne, et aussi ce qui a du sens. Et c'est ça sur quoi il faut se concentrer le plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse échanger avec moi si vous en avez la possibilité et l'envie. En
tout cas, je vous retrouve prochainement pour un nouveau podcast et je vous souhaite une bonne écoute en tout cas. Salut!